présence de cette gêne, donc qui peut être un essoufflement, des palpitations, des douleurs thoraciques, on dispose de médicaments pour diminuer ces symptômes et en premier lieu, la classe des bêta-bloquants. Si cela ne suffit pas, d'autres médicaments peuvent être proposés, soit en alternative, soit associés, comme par exemple la classe des inhibiteurs calciques bradycardisants, comme certains antiarythmiques. Chez des patients qui font de l'insuffisance cardiaque, alors d'autres médicaments vont être donnés, comme des diurétiques pour éliminer l'excès d'édème, comme d'autres classes, les gliflozines, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, pour réduire de façon tout à fait importante le risque de poussée d'insuffisance cardiaque. Et puis, chez des patients qui ont de la tachycardie, qui viennent des oreillettes, des médicaments antiarythmiques vont être donnés, ainsi qu'un médicament anticoagulant pour fluidifier le sang et éviter les caillots sanguins. Alors, il y a aussi des traitements non médicamenteux qui sont à discuter. Lorsque le bilan de la maladie montre un risque important d'évoluer vers une tachycardie ventriculaire, donc avec un risque de mort subite, alors le cardiologue va discuter et proposer l'implantation d'un défibrillateur, donc un appareil qu'on met sous la peau, qui ressemble un peu à un pacemaker. C'est un appareil qui écoute le cœur en permanence et lorsqu'il va détecter une tachycardie grave, alors il va délivrer un choc électrique pour stopper la tachycardie. Donc c'est un traitement très efficace et c'est vrai que c'est un véritable ange gardien pour le patient. Autre situation, lorsque le patient présente des symptômes qui restent invalidants malgré les médicaments, par exemple de l'essoufflement qui reste très important. Et dans le cas d'une forme obstructive de la cardiomyopathie, alors on a des stratégies particulières qui peuvent être discutées pour lever l'obstruction, donc cette gêne à l'éjection du sang du fait de l'hypertrophie. Et selon les cas, cela peut être une procédure d'alcoolisation. On va injecter de l'éthanol dans une branche d'artère coronaire pour créer un mini-infarctus et amincir la paroi du muscle cardiaque. Cela peut être également en alternative une chirurgie qu'on appelle une myectomie. Le chirurgien va enlever une partie de la paroi musculaire trop épaisse. Et puis, ça peut être aussi une troisième option à discuter qui est le pacemaker, mais avec un réglage très particulier de désynchronisation. Et puis, dans les cas d'insuffisance cardiaque vraiment extrêmement sévère, il est parfois proposé une transplantation cardiaque, mais là, c'est vraiment une option qui est rarement nécessaire dans le cas de cette maladie. Alors, dans la vie au quotidien, on peut avoir aussi des précautions particulières à prendre. Au quotidien, l'exercice physique doit être adapté à la maladie avec une contre-indication de certains sports, notamment les sports avec très haute intensité, les sports avec accélération brutale, parce que ce type d'activité sportive peut favoriser la survenue des tachycardies ventriculaires. Et à l'inverse, il est préconisé de maintenir une activité physique modérée, régulière. C'est tout à fait important aussi pour le patient. Il n'y a pas de régime alimentaire vraiment particulier dans les formes habituelles de la maladie, sauf chez les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque. Et là, on a des précautions par contre importantes avec un régime notamment pauvre en sel qui doit être suivi. Un dernier point à signaler qui est vraiment important aussi, c'est les projets de grossesse, parce qu'une grossesse chez une femme qui a une cardiomyopathie hypertrophique doit conduire à une surveillance cardiologique très étroite, spécialisée, en raison du risque d'évolution de la maladie à l'occasion de la grossesse. Donc le projet de grossesse doit être discuté en amont si possible, et ensuite les modalités de suivi, les modalités de l'accouchement vont dépendre de l'évolution de la maladie pendant cette grossesse.